Risque de spoiler dans cette vidéo, les macarons verts, mon favori. Une question me taraude depuis quelque temps. Suis-je un youtubeur ou un booktubeur? Pour être honnête avec vous, le terme booktubeur me chagrine un petit peu quand je l'associe à ma personne. Non pas que j'ai quelque chose contre les booktubeurs, ils sont sympas. J'imagine. Peut-être pas tous, mais j'en connais quelques-uns, quelques-unes. Mais le vrai truc, c'est que je le trouve super réducteur comme terme en fait. Ça veut dire quoi, je suis booktubeur? Ça veut dire je ne m'occupe que de littérature sur ma chaîne? Bon, alors oui, on va dire que plus de 75, 80, 90... Bon, il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui parlent de livres, mais ça veut pas dire que je parle que de ça, ok? Et là, si j'avais un interlocuteur normal en face de moi, plutôt qu'une caméra qui va relayer mon image à des millions de gens dans le monde, c'est grisant comme idée. Vous me répondriez sûrement. Et de quoi elle va parler ta vidéo là, gros? Bah d'un livre. Ah ouais, merde. Allons-y. Ransom Riggs, l'auteur de Miss Peregrine et les enfants particuliers, est né le 3 février 1979 dans le Maryland, dans une ferme vieille de 200 ans. Vers ses 5 ans, il rêve d'être agriculteur, car à l'époque, il s'imaginait que cela voulait uniquement dire conduire de gros tracteurs. Puis, lorsque sa mère décide de déménager en Floride et vu qu'il n'y avait que 12 chaînes de TV à l'époque, il commence peu à peu à rédiger des histoires pour se distraire. En grandissant, Riggs travaille sur des courts-métrages pour internet. Courts-métrages qui finissent par lui faire obtenir un job. Écrire un livre décryptant les méthodes d'investigation de Sherlock Holmes, accompagnant la sortie du film de 2009 avec Robert Downey Jr. et Jude Law. En parallèle, il collectionne de vieilles photographies trouvées dans des vides-greniers, et en les présentant à son éditeur dans le but de les réunir dans un livre, ce dernier lui suggère plutôt de s'en servir comme fil conducteur pour écrire une véritable histoire. C'est en 2012 que sort Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, qui se classa premier parmi les meilleures ventes du New York Times dans la catégorie livres pour enfants et ados. Le tome 2, Hollow City, lui verra le jour en 2014, et le dernier volet, Library of Souls, en 2015. Tim Burton en a réalisé une adaptation sortie en octobre 2016, mais ne l'ayant pas vu, je risque de ne pas trop m'attarder dessus. Sans plus attendre, et comme vous le savez peut-être déjà, laissez-moi donc vous parler de la trilogie de Miss Peregrine et les enfants particuliers, de Ransom Riggs. Ce qu'il faut savoir. Depuis sa plus tendre enfance, Jacob Portman est bercé par les histoires fantastiques de son grand-père Abraham. Ce dernier lui raconte que durant la Seconde Guerre mondiale, poursuivi par les nazis car d'origine juive polonaise, il s'est retrouvé dans une maison peuplée d'enfants particuliers, c'est-à-dire possédant des pouvoirs incroyables. Un garçon était invisible, une fillette possédait une seconde bouche à l'arrière de la tête, et un autre était capable de contrôler des abeilles. Il y faisait toujours beau dans cette maison, et un faucon prenait soin d'eux. Pour attester la véracité de ces histoires, il lui montrait de vieilles photographies en mimant des monstres terrifiants qui étaient à leur trousse, les sépulcreux. En grandissant, Jacob finit par ne plus croire aux contes de Papy Portman et le considère de plus en plus comme un vieillard ayant beaucoup trop d'imagination. Pourtant, un jour, Abe est assassiné presque sous les yeux de Jacob par une créature monstrueuse, son grand-père lui glissant à l'oreille dans ses derniers moments de trouver la boucle et l'oiseau. La famille de Jacob, de peur de le voir perdre l'esprit, l'envoie donc voir le docteur Golan, un psychiatre qui finit par conseiller que Jacob retourne sur les traces d'Abe, dans le but de démystifier l'endroit idéalisé par Abraham dans la maison des enfants particuliers. Évidemment, sinon pas d'histoire, Jacob trouvera l'ancien orphelinat et pénétrera dans une boucle temporelle, un jour idéal se répétant indéfiniment comme sous une cloche de verre, pour pénétrer dans l'univers dans lequel vivent les particuliers et leur protectrice, Miss Peregrine, une ombrune. Ces dernières sont des particulières au pouvoir immense, capables de se changer en oiseaux et chargées de protéger les leurs de l'extinction et des terribles dangers les guettant. En effet, Jacob apprendra que les creux et leur terrible maître des estres sont sur les traces des enfants particuliers, les considérant comme des mets délicieux. Et qu'est-ce que c'est que cette merde? Je dis des mets délicieux. Michel, qu'est-ce que t'as foutu? Je sais pas, je sais même pas ce que ça veut dire, mais délicieux. Mets délicieux, ça veut dire de la bonne bouffe. Bah voilà, c'est mieux. Faut être plus clair, hein, moi je comprends pas tout, hein. Personnellement, à part quelques petits couacs, j'avoue avoir beaucoup apprécié la lecture de la trilogie. Bien que réservée à un public jeune, les photos jalonnant l'ouvrage en font un bien bel objet. Et si nous arrivons à passer outre du style assez fade que nous propose l'auteur, et que nous arrivons à déconnecter et à entrer tout simplement dans l'histoire, nous passons un agréable moment, il ne faut pas se mentir.
Autant être honnête, Riggs n'est pas un très bon auteur, et je ne parle pas d'un quelconque défaut de traduction. Son style est rapide et manque de profondeur, ce que l'on attendrait d'un scénariste ou d'un auteur débutant. Mais la force du petit gars vient surtout de l'originalité de sa méthode de travail. Suivant moi-même des cours d'écriture, créer des histoires à partir de simples photos est quelque chose qui se fait couramment, et qui est vraiment amusant. Donc si vous en avez l'occasion, je vous invite à tenter l'expérience, mais on en reparlera dans un autre épisode. Ransom Riggs, sur les conseils de son éditeur, a certes repris cette idée pour l'étendre à un livre entier, puis à une trilogie. Mais ce sont surtout les différents portraits présents dans le bouquin qui m'ont marqué le plus et dont je garderai un véritable souvenir. Et c'est là qu'on en arrive à ce qui m'a gêné et que j'ai qualifié tout à l'heure de léger petit couac. En fin de livre, l'auteur remercie les différentes personnes lui ayant confié des photographies, issues en grande partie de collections privées, et assure que toutes ces photographies sont réelles, sauf quelques-unes ayant été altérées numériquement. Couac numéro 1, la publicité autour du livre, voire même son propre concept, vient directement de l'authenticité de ces photographies, et selon moi, en modifier une pour la faire correspondre à l'histoire est complètement absurde, et même, oserais-je le dire, Ouais, carrément même. vraiment débile. Les photos doivent aider à construire l'histoire, mais l'inverse ne doit pas se produire. C'est illogique au plus haut point, et contraire à l'idée si originale de départ. Et couac numéro 2, une fois la surprise passée de découvrir ces photos, le gimmick devient limite lourd, et j'ai ressenti une certaine lassitude. Certains clichés donnant de plus en plus l'impression d'avoir été utilisés juste pour respecter un certain quota, que réellement apporter quelque chose à l'histoire. Et c'est vraiment dommage. Car au final, il nous reste quoi? Un très beau livre-objet, les éditions Bayard ayant pris le parti pris de publier le livre dans sa forme originale sans essayer aucunement d'en altérer l'édition, mais qui reste creux. Dans la liste des choses m'ayant dérangé, je dois aussi noter le bien pauvre intérêt d'avoir toute une galerie de personnages, aussi divers vus de l'extérieur, mais qui s'expriment tous peu ou prou de la même façon lorsqu'ils ouvrent la bouche, et au final sont interchangeables. Ce qui les définit n'est pas leur caractérisation, mais leur don particulier, ce qui est plutôt triste lorsqu'on y pense. Surtout lorsque l'on sait que les particuliers sont, pour certains, depuis plus de 100 ans coincés dans cette boucle temporelle, et par exemple Emma, l'ex d'Abraham, et donc in extenso le love interest de Jacob. Car les meufs apparemment chez les Portman, c'est comme les montres, ça se file de génération en génération. Nous le rappelle assez souvent au cours du récit. Pourtant, les enfants particuliers se comportent comme des enfants, en s'entend, même s'ils vivent isolés du monde extérieur. Vous allez pas me dire que psychologiquement ils n'évoluent pas, ce qui amène aussi la question logique de Miss Peregrine, qui les traite toujours comme des enfants alors qu'ils ne devraient plus en être si ce n'est physiquement. Et Jacob est un peu con comme une pelle par moment, il faut que je le souligne, ça mange pas de pain. Certes, il a 16 ans et c'est un livre estampillé jeunesse, mais il y a d'autres personnages de 16 ans dans des livres jeunesse qui sont terriblement plus matures ou attachants, Harry Potter ou Katniss dans Hunger Games. Je pense que ce qui manque réellement à ce livre est une bonne dose de noirceur et de maturité assumée. Ou comme on dit dans le milieu de la littérature, une grosse paire de balls. S'il vous plaît. Je viens brièvement d'évoquer Hunger Games, et je vous en parlerai probablement dans un autre épisode. Mais qu'on le veuille ou non, Suzanne Collins a une paire de balls énorme. Surtout en ce qui concerne la conclusion terriblement noire de la saga. Je vous avoue avoir eu un petit espoir que les choses s'améliorent lorsque dans le tome 1, Enoch, un particulier capable de créer la vie à base d'argile, évoque Carnage au village, un jeu auquel s'adonneraient les enfants pour s'amuser. En fait, on apprend quelques pages plus loin qu'ils s'amusent juste à faire un peu peur aux villageois, eux aussi coincés dans la boucle et n'en ayant pas conscience. Attention, je ne dis pas qu'il suffit d'une bonne dose de violence pour qu'un texte se retrouve immédiatement intéressant. Juste que se retrouver ainsi, le cul coincé entre deux chaises, nous présentant d'une part un univers assez sombre et bien construit, mais en même temps n'assumant pas de fouiller complètement la psychologie de ces personnages. Cela laisse un fort goût d'inachevé sur la langue à tout adepte de littérature un peu plus mature. Je me suis même parfois demandé si l'éditeur lui-même n'avait pas freiné Riggs pour proposer un manuscrit tout public. Ce qui m'étonne encore une fois, car Riggs fait référence à des choses que les plus jeunes lecteurs ne connaîtront absolument pas, comme Father Ted, cette hilarante série britannico-irlandaise ayant fait les beaux jours de Canal Jimmy en 97-98, et que j'adorais. Ou encore Ash, le héros de la saga cinématographique Evil Dead, qui sont littéralement et sans déconner mes films favoris dans tout le monde entier et dans tout l'univers. Comment évoquer ce genre de choses dans un texte prétendument destiné à une génération n'ayant aucune idée de leur existence? Certes, peut-être qu'aux States, ces œuvres sont plus probablement ancrées dans la culture et l'imaginaire collectif. Mais pour un lectorat français, déjà, c'est mort. Les jeunes gens ne capteront pas ces détails ou les survoleront sans y faire attention. Mais pour continuer dans cette direction,
Father Ted et Evil Dead ne sont pas destinés à un jeune public. Je les ai connus, certes jeunes, et elles font aujourd'hui partie de ma culture. Mais et sans dire que je suis exceptionnel, je dois rester une grosse exception. Et nous devons être bien peu de Français à ne pas tiquer ne serait-ce qu'un tout petit peu à l'évocation de ces licences. Donc au final, un produit hybride, sympathique, mais inachevé, n'ayant pas exploité l'intégralité de son potentiel contenu. C'est tout pour moi. D'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur, et vous souhaite d'agréables lectures. Come, little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come, little children, the time's come to play here in my garden of